Je suis contente d'être là avec vous et on va parler aujourd'hui de notre table ronde à propos de l'enseignement du FLE et l'actualité. D'accord? On a ici la présence de trois professeurs de français, c'est Carolina Alves, Paulo Bruno et Patrice Isabel. Bienvenue, merci pour votre présence, d'accord? Euh, et on va commencer par le professeur Bruno. Je vais vous dire quel est le Oui, sujet de son présentation. Alors, Bruno va nous parler euh, de la, pardon, les sciences numériques en classe de FLE, les enjeux et les atouts vers de nouvelles pratiques pédagogiques en ligne. C'est ça? oui. Oui, j'ai tout parlé. Alors, Bruno, il est professeur de français langue étrangère chez Alliance française à Fortaleza, titulaire d'un master en lettres à l'Université de São Paulo, où il s'est concentré sur des études à propos de l'intégration des technologies d'information et de la communication dans les processus d'enseignement-apprentissage du FLE, en particulier dans le développement d'expressions orales en ligne. D'accord? Alors, je suis ravie d'être là pour t'entendre. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Est-ce que tout le monde m'entend bien? OK. Bon, je vais partager ici ma présentation. Hop. Donc, c'est ça. Je vais vous présenter aujourd'hui, comme Joyce vous a annoncé, le sujet de ma présentation, de mon intervention, c'est l'aisance numérique en classe de FLE, les enjeux et les atouts vers de nouvelles pratiques pédagogiques en ligne. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu un extrait de ma recherche de master que j'ai fait à São Paulo et un peu d'autres expériences, surtout dans cette période de la pandémie, concernant l'usage des TIS, des technologies d'information et communication dans l'enseignement et apprentissage des langues étrangères, surtout le français, et d'autres expériences pédagogiques développées à partir de ces expériences. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé à vous parler de ce sujet? J'ai eu trois motivations. Donc, dans ce contexte de croissante augmentation de la demande des cours en ligne, nous voyons que sur Internet, il y a de plus en plus de cours en ligne gratuits, payés, ou des élèves, des apprenants qui recherchent sur Internet comment apprendre le français, etc. Donc, nous avons comme première motivation pour cette intervention la croissance de la demande des cours en ligne. Ensuite, évidemment, nous avons là le contexte de la pandémie de Covid-19 qui nous a poussé, nous a motivés à convertir, à transformer nos cours de présentiel en virtuel. Et le troisième, c'est l'intégration des TIS dans le cours de FLE. Donc, ces trois sujets seront abordés dans ma présentation, dans mon intervention. Et je vais vous offrir ici des pistes de réflexion. C'est surtout cela. Je ne vais pas vous présenter beaucoup de ressources, beaucoup d'outils, beaucoup de recettes. Non, je vais vous présenter surtout des pistes de réflexion autour de la question de l'aisance numérique. Donc, pour commencer, je vais partir de trois questions. Quand on parle de l'intégration des TICs ou de la technologie en classe de français en ligne, on doit comprendre qui sont les acteurs dans ce processus d'enseignement-apprentissage en ligne, quels sont les outils, quelles sont les activités qui sont proposées
Et quel est le rôle de l'enseignant dans le cours en ligne? Ce sont les 3 questions qui vont guider cette intervention. Donc, pour commencer, on parle du public, ça veut dire les acteurs. Ici, nous avons la question entre les enseignants et les apprenants. Qui sont les enseignants dans ce contexte? Qui sont les apprenants? En général, la plupart de nos enseignants font partie de la génération qu'on appelle la génération X. Ça veut dire qu'ils sont nés entre les années 60 et les années 80. Et quelles sont les caractéristiques de ces individus en général en ce qui concerne l'usage des technologies en classe? On voit que pour ces personnes, en général, il y a un certain malaise d'utiliser les technologies en classe. C'est surtout parce que ces personnes sont nées quand la technologie n'était pas si populaire. Donc, on a dû s'adapter à ces transformations et apprendre à utiliser ces technologies. C'est pourquoi nous avons une petite résistance et le manque de formation. Donc, ça, c'est le plus important pour caractériser les enseignants de cette génération concernant la technologie. Par contre, quand on parle des apprenants, on a la génération Y et la génération Z. Ça veut dire les jeunes qui sont nés entre les années 1980 et jusqu'aux années 2010. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces individus? En général, ils sont déjà habitués à utiliser la technologie dans le quotidien. Pas simplement dans les cours de français ou dans des cours en général, mais surtout dans leur quotidien. Et ils sont toujours connectés, surtout la génération Z. Donc, nous avons ici une différence entre le profil des enseignants qui n'avaient pas la technologie quand ils étaient jeunes et qui ont dû apprendre à les utiliser, et les apprenants qui sont nés avec la popularisation de la technologie. Donc, ce profil est important pour voir quels sont les problèmes, les enjeux, et quels sont les points positifs de l'utilisation des technologies en classe. Bon, mais si on regarde bien, la définition de la génération Y et Z comporte l'usage de la technologie. Mais nous avons de plus en plus des professeurs qui appartiennent à cette génération. Moi, par exemple, je suis de la génération Y, donc je suis en général habitué à la technologie. Mais, selon cette définition, les apprenants et les enseignants, surtout les plus jeunes, devraient être capables d'utiliser de nombreux outils et de ressources disponibles sur Internet. Mais ça, ce n'est pas forcément obligatoire. Ce n'est pas la règle. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres aspects qui peuvent influencer l'usage de la technologie et surtout ce sentiment d'aisance avec la technologie. Il y a des niveaux différents des compétences numériques. On peut avoir un élève qui peut utiliser plus les technologies que d'autres ou qui connaît l'utilisation d'un appareil, d'un outil, d'une fonctionnalité. Il connaît plus qu'un autre individu dans la même classe. Donc, il faut considérer plusieurs facteurs, pas simplement l'âge, quand on parle de l'usage de la technologie en classe. On a plutôt un rapport entre les expériences individuelles des apprenants et des enseignants avec la technologie que vraiment avec son âge. OK? Bon, à partir de cette introduction, je vous relance la deuxième partie. Donc, quels outils? Au début de la pandémie, quand on a dû transformer nos cours, il y avait plusieurs options de plateformes de visioconférence comme le Google Meet, le Zoom,
Skype, Microsoft Teams, donc plusieurs outils pour la même chose. Donc, quelle est la meilleure plateforme? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? En fait, la réponse la plus, disons, adéquate à ce moment, c'est que ça dépend. Ces outils font la même chose. Ce sont 4 plateformes de visioconférence. Mais si on va faire la même chose pour les 4, ça dépend. Quels sont les critères que nous devons utiliser pour choisir quelle plateforme sera la plus adéquate à nos objectifs? Donc, quand on va utiliser, choisir ou intégrer les outils numériques en classe, on peut considérer 4 points. Le premier, c'est pourquoi? Quel est votre objectif quand vous allez travailler cette technologie, avec cette technologie? Donc, on peut informer ou présenter des contenus à la classe. On peut développer des activités de collaboration. On peut produire ou créer des contenus ou on peut évaluer. Donc, selon nos objectifs en tant que professeur, nous allons identifier quels sont les outils qui seront, disons, les plus utiles pour notre expérience. Après, le deuxième point, c'est avec quoi? À partir de nos besoins, du point numéro 1, on va identifier quels sont les outils, les applications ou même les fonctionnalités qu'on peut utiliser dans une tâche. Par exemple, je vous ai dit que les 4 plateformes font la même chose. Elles ont presque les mêmes fonctionnalités, mais selon l'objectif de mon cours, je peux choisir le Google Meet parce qu'il est plus pratique. On n'a pas besoin de télécharger un logiciel pour mon ordinateur, ou je n'ai pas besoin d'avoir un compte sur Zoom, ou je peux envoyer une invitation sur Skype, etc. Donc, on doit regarder bien les objectifs pour choisir quels sont les outils que je vais utiliser. Ensuite, on doit définir comment. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les étapes de l'activité? Donc, si on envisage de travailler un certain point, si on a un objectif, soit linguistique, communicatif, on peut utiliser des étapes pour guider, pour orienter le parcours des apprenants autour de la technologie. Et surtout, le point numéro 4, quand? On peut utiliser la technologie avant le cours, pendant le cours ou après le cours, avec plusieurs types d'activités. Donc, ce qui va nous motiver à choisir, c'est de nouveau l'ensemble de ces 4 objectifs. Donc, si on répond à la question « Quelle est la meilleure plateforme ?» ça dépend de vos objectifs. Le plus important, pardon, le plus important, comme vous verrez, ce n'est pas l'outil, la plateforme, l'application, mais ce que vous êtes capable de faire avec ces outils. Bon, ensuite, si on parle d'une façon plus complète autour de l'utilisation de ces technologies en classe, on a, disons, l'indication de Louveau et Mangenot, 2 auteurs qui ont travaillé l'intégration des ressources Internet dans les cours de langue en 2006. Ils ont proposé un concept qui s'appelle le scénario pédagogique. Donc, quel est le parcours qu'on doit faire pour travailler dans un cours de langue par
la technologie. Donc, on va définir tout d'abord une tâche, quelle est la production qui sera réalisée, et on va l'associer à la chronologie, les points que je vous ai présentés avant, pendant ou après le cours. Et pour finir, le scénario des communications, quels outils seront utilisés. Et à partir de ces tâches, nous avons les ressources que vous allez utiliser, ça veut dire les documents déclencheurs, les vidéos ou des reportages, etc. Des sous-tâches, comme identifier un point dans le texte ou travailler des points de grammaire ou d'autres points linguistiques. Pour la communication, on doit prévoir quelles seraient les interactions entre les étudiants ou entre l'étudiant, le tuteur ou l'enseignant, et les interactions entre pairs, entre les étudiants eux-mêmes, comme par exemple dans une activité collaborative. Donc, d'après cette définition, on peut considérer que le scénario comme des plans de cours conçus par l'enseignant pour que ses apprenants soient menés à agir dans des contextes multiples en présentiel ou virtuellement, en continuité, en interaction à l'aide des outils technologiques et du réseau Internet. Donc, de nouveau, le plus important, ce n'est pas la technologie, ce sont les orientations que l'enseignant doit porter, doit fournir aux apprenants afin qu'ils puissent réaliser une tâche. OK? Donc, si je parle de l'enseignant, on revient à la prochaine question. Quel est le rôle de l'enseignant dans ce cours en ligne ou avec la technologie? Ici, nous avons un petit schéma qui s'appelle TPAC. Je n'ai pas trouvé son équivalent en français, mais en bref, qu'est-ce qu'il dit? Le rôle de l'enseignant aujourd'hui doit concilier, doit faire la mise en commun de 3 aspects. C'est connaissances technologiques, c'est le 3e point qu'on va ajouter. Les connaissances pédagogiques et les connaissances du contenu. Donc, si vous voyez bien, les contenus pédagogiques et les contenus du contenu font déjà partie du quotidien de l'enseignant. Donc, il n'y a rien de nouveau ici. On faisait déjà ce travail même avant la pandémie. Mais ce qu'on doit ajouter maintenant, c'est le 3e axe. C'est l'axe technologique. Donc, nos expériences en tant qu'enseignants, nos expériences technologiques peuvent être, peuvent faire partie de l'organisation de ce cours. Donc, on doit articuler ces 3 axes pour concevoir des actions, concevoir des activités et concevoir des tâches en classe de FLE. Et si vous voyez bien ici, on réaffirme le rôle de l'enseignant, le rôle de médiateur. Donc, on avait déjà la médiation pédagogique, la médiation du contenu, et aujourd'hui, on a aussi une médiation technique. Dans un exemple très pratique, dans nos cours en ligne, j'imagine que vous avez déjà eu des expériences avec des élèves qui ont des problèmes avec le micro, avec la caméra, avec la connexion Internet ou quel que soit l'outil que vous utilisez. Ça fait partie actuellement du rôle de l'enseignant en ligne, cette médiation technique. Parfois, on n'est pas tout simplement l'enseignant, mais on est aussi un peu support technique, informatique,
On doit aider nos élèves à régler des problèmes. On doit identifier des problèmes qui sont, disons, communs. Comme, voilà, les problèmes des micros, essayer de réactiver, désactiver, réactiver. Donc, on commence à avoir des compétences et des connaissances qui n'étaient pas prévues au début de notre rôle d'enseignant. Donc, là, on réaffirme le rôle médiateur de l'enseignant, mais on y ajoute ce rôle de médiation technique. Ça ressemble à un grand défi, je sais. Mais quels sont les atouts de cette utilisation, d'utiliser la technologie en classe? À partir de ces expériences, ce que j'ai constaté, c'est qu'on peut développer de nouvelles habiletés vers une maîtrise des outils numériques. Je pense que tout le monde ici, qui est déjà capable d'utiliser Google Meet ou même Zoom ou d'autres plateformes de visioconférence, ont beaucoup appris à partir de vos expériences pratiques. Et aujourd'hui, vous êtes de plus en plus capable d'utiliser ou d'employer plusieurs fonctionnalités de ces outils. Donc, on commence à créer, à développer plusieurs habiletés de maîtrise numérique. Ensuite, on peut créer de nouveaux contextes pour les interactions spontanées en classe. Je pense que le grand défi d'enseigner une langue étrangère, surtout le français ici au CRA, c'est que nos élèves, ils se plaignent. « Oh, je ne peux pas parler français hors la salle. Oh, je n'ai pas l'opportunité de parler en français. » Donc, ici, dans des contextes comme des problèmes techniques, comme j'ai mentionné, nous avons une situation très proche du réel. Ce n'est pas un contenu, disons, prévu pour l'enseignant, par l'enseignant, ou ce n'est pas un plan. Il n'y a pas un plan pour les problèmes techniques. Et ça peut provoquer donc la création, au moment de la classe, de nouvelles interactions et des interactions spontanées, pas prévues. Ce n'est pas un script. Ensuite, on peut motiver la créativité, l'autonomie et la collaboration auprès des apprenants. Ça, c'est aussi un grand défi dans les cours de langues étrangères. Comment on peut motiver cette créativité? Comment on peut pratiquer l'autonomie ou motiver l'autonomie, le travail en autonomie des apprenants? Donc, si vous regardez bien, à partir des objectifs que vous envisagez avec les outils numériques, avec votre organisation, il est toujours possible de créer de nouvelles pratiques en autonomie, comme demander aux élèves de travailler, d'enregistrer un audio pour présenter un sujet oralement avant le cours, ou travailler en autonomie un texte à l'aide des outils comme Google Drive. Donc, il y a plusieurs possibilités aussi pour la collaboration, des cartes mentales, des textes collaboratifs, des dialogues en petits groupes. Donc, le travail en collaboration est aussi possible. Et en plus, ça nous permet, en tant qu'enseignants, d'accompagner la progression de ces activités. Et pour finir, on peut enrichir et créer de nouvelles pratiques en classe, impossibles auparavant. Par exemple, je travaille souvent avec mes élèves des textes collaboratifs où ils doivent raconter des histoires. Et le grand défi ici, c'est qu'avant, je n'étais pas capable de regarder le processus, comment l'action elle se déroulait. Je voyais simplement le résultat. Quand, après la préparation, je leur demandais, vous pouvez lire votre texte ou rendez-les-moi. Donc, maintenant, je peux accompagner, entrer sur le même lien, le même fichier, ajouter des notes ou donner d'autres orientations
qui n'était pas possible en présentiel. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas non plus de dire que l'enseignement virtuel est meilleur que le présentiel. Ils sont tout à fait différents. Mais dans le virtuel, nous avons de nouvelles pratiques aussi. Et pour finir mon intervention là, des conclusions ou en fait des pistes de réflexion que je vous propose. Commencez par la zone de confort. Donc, ça, c'est un peu contradictoire à ce que vous avez déjà vu. Que on vous conseille en général de travailler ou de rechercher, de trouver plusieurs ressources, plusieurs outils sur Internet, de les utiliser. Non, ce n'est pas le cas ici. Le plus important, c'est que vous commenciez par ce que vous connaissez déjà, par vos expériences personnelles. Ensuite, utilisez un outil à la fois et bien explorer ses fonctionnalités. Donc, même si aujourd'hui, on est, disons, on a plein de ressources, d'outils, de blogs, de vidéos, de tutoriels, etc. Je vous recommande de commencer toujours par un outil et de bien explorer ce qu'il peut faire. Par exemple, si vous maîtrisez déjà les fonctionnalités de Google Meet et vous connaissez tout ce qu'il peut faire, donc, ce sera plus facile d'apprendre un autre outil, d'apprendre à utiliser Zoom, d'apprendre à utiliser Skype, etc. Donc, si vous connaissez bien un outil, il est toujours de plus en plus facile de connaître d'autres outils pareils. Ensuite, choisir des outils selon les objectifs de la tâche à réaliser. Donc, on commence par ce que vous connaissez en tant qu'enseignant, les connaissances pédagogiques, les connaissances du contenu, la maîtrise du contenu. Et après, vous y ajouterez les connaissances techniques, l'outil que vous voulez utiliser. On peut favoriser les outils permettant des activités collaboratives. Donc, surtout les outils collaboratifs, ils peuvent vous aider à accompagner le processus de réalisation de ces tâches. Ensuite, s'adapter au profil du public. J'ai un exemple contraire. J'aime bien utiliser les technologies dans mes cours, mais parfois, je rencontre des élèves qui sont un peu résistants. Donc, ah bon, je ne sais pas, je ne peux pas, je n'arrive pas. Donc, au lieu de, disons, exclure cet élève, on doit s'adapter au profil du public. Donc, on ne peut pas exagérer, on ne peut pas utiliser 10, 12, une quinzaine d'outils par semestre, par exemple. Mais commencez petit à petit. Et pour finir, toujours évaluer les résultats obtenus. Ici, le plus important, ce sont les rétroactions que vous recevez de vos apprenants et de vos observations. Donc, il faut toujours observer la pratique pour vérifier ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment refaire, comment améliorer la pratique en ligne. Ça va? Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, après, vous pouvez me les poser. OK? Ok, merci Bruno. Votre approche a été vraiment différente de ce qu'on est en train de voir dans les lives à propos de l'enseignement en ligne. Merci beaucoup pour vos explications. Je vous Bon, en prie. bienvenue ceux qui ont entré après. Nous sommes en train de faire notre table ronde dont le thème c'est l'enseignement du FLE et l'actualité. On fait notre table ronde en raison du prof de français, du professeur de français. Alors, on continue. Notre prochaine présentation, c'est de la prof Caroline.
c'est Maria Carolina Brito de Brito Alves. Vous êtes là? Vous êtes prête? Oui, je suis prête. D'accord. Alors, Maria Carolina, elle a une licence en lettres français, un master 1 et un master 2 en traductologie. Ses 3 premiers parcours en tant qu'étudiante ont été suivis à l'Université fédérale du Ceará. Elle a aussi été enseignante à l'Institut municipal de recherche, administration et ressources humaines, le fameux INPA, au département de lettres étrangères à l'UFC, à l'Institut fédéral du Ceará, UFCE, et à l'Association culturelle franco-brésilienne, l'Alliance française de Fortaleza, où elle a aussi été coordinatrice pédagogique. Actuellement, elle est professeure permanente de l'UFC et étudiante au niveau de doctorat en traductologie à l'Université fédérale de Santa Catarina. Alors, vous pouvez commencer votre présentation. Elle va nous parler de l'orientation et l'accompagnement en ligne des futurs enseignants, un rapport d'une expérience pendant les confinements. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Oui, très bien. Alors, je vais partager ma présentation. Une seconde. Vous voyez la présentation? Pas encore. Pas encore. Oui, voilà. Oui. Donc, comme Joyce vient de vous dire, alors mon objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer en fait une discussion à propos d'un thème spécial qui est la question de la formation des futurs enseignants de français langue étrangère. Donc, j'ai décidé de parler de ce sujet, en fait, parce que mon objectif principal, c'est de lancer cette question et cette discussion, parce qu'on parle beaucoup de l'enseignement pendant la pandémie et tout, mais je pense qu'il faut aussi parler de la question des futurs enseignants pendant la pandémie. Donc, comment ça se passe et comment on doit travailler avec les futurs enseignants. Alors, j'ai décidé, en fait, de pas parler de théorie ici dans ma présentation, mais de rapporter mon expérience en tant que professeur collaborateur pendant le confinement. D'accord? Alors, quelle a été ma motivation au moment de décider le thème de ma présentation? Alors, la pandémie nous a imposé donc une discussion, n'est-ce pas, auprès de l'enseignement en distanciel. Et en fait, pas seulement la discussion, mais on a été obligé à travailler en distanciel, n'est-ce pas? Et alors, des discussions par rapport à l'enseignement en distanciel, elles font déjà partie de notre réalité. Et je pense que l'enseignement en distanciel va continuer après la pandémie d'une façon différente de ce qu'on avait avant la pandémie. Et on a commencé à parler de plateformes, applications, dispositifs de travail. On a commencé aussi à discuter la question de l'engagement au niveau virtuel, à discuter de nouvelles stratégies d'apprentissage. Et moi, à partir de cette présentation, je vais lancer la discussion par rapport au rôle du professeur collaborateur dans la formation des futurs enseignants. D'accord? Et ici, j'insiste que c'est, disons, je vais parler de l'autre côté, en fait, parce que moi, j'avais 2 défis pendant la pandémie. J'avais mon défi personnel, parce que j'avais des cours, des cours de langue, niveau A1 et niveau B1. Et de l'autre côté, j'avais 2 boursiers qui dépendaient de mon orientation. Donc, j'avais 2 défis. Et c'est pour ça que j'ai décidé de montrer un peu comment j'ai travaillé, parce que s'il y a quelqu'un ici qui
qui pensent disons, qui puissent avoir une opportunité d'orienter des futurs professeurs. Je ne sais pas, mais mon objectif, c'est de partager mon expérience pour qu'on puisse développer le thème. Oui. Ma présentation, ici, je vais parler des 5 étapes. OK, je vais parler de la première étape. Je vais vous présenter le programme de bourse de l'Université fédérale du Ceará. Après, je vais parler de comment on travaillait avant la pandémie du COVID. Après, je vais parler de mes défis en tant que professeur collaborateur. Ensuite, je vais parler de l'accompagnement pendant le confinement. Et finalement, je vais parler de quelques petits résultats qu'on a déjà sentis après cette première expérience d'accompagnement de futurs enseignants pendant le confinement et en distanciel. Ici, j'ai utilisé le terme collaborateur parce que c'est en fait c'est le terme que la Pró-Reitoria de Extensão utilise. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser le terme professeur collaborateur. Oui? Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est le programme de bourse de la Pró-Reitoria de Extensão de l'Université fédérale du Ceará? Donc, le programme, il vise développer la pratique de l'étudiant de lettres par rapport disons, à sa formation pratique une fois qu'il veut être professeur. Donc, disons, les grands objectifs du programme de bourse de l'université, de ce programme-là, c'est ça, c'est développer le côté pratique des futurs enseignants. D'après la dernière sélection, les objectifs principaux, c'était améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les cours de lettres de l'Université fédérale. Je trouve ce programme très, très intéressant parce que c'est vrai que le programme améliore cette qualité de l'enseignement-apprentissage parce que d'un côté, ils ont la théorie au cours de lettres et de l'autre côté, ils ont la pratique. Donc, ils peuvent vivre dans la pratique ce qu'ils apprennent en théorie. Donc, et ça améliore évidemment la qualité de ce parcours académique professionnel. Un autre objectif du programme, c'est de contribuer au processus de formation de l'étudiant du cours de lettres. Et je pense aussi que c'est très important ça, parce que ça peut aider, par exemple, les étudiants qui sont indécis, par exemple, qui ne savent pas s'ils veulent être professeurs ou non. Ça peut aussi aider les élèves du cours de lettres à se développer en tant que prof. Donc, la contribution, pour moi, elle est très positive. Un autre objectif du programme, c'est d'encourager le processus éducatif, culturel, scientifique, technologique, afin d'avoir un apprentissage articulé avec l'enseignement. Et finalement, c'est de promouvoir l'intégration institutionnelle et directe entre les cases de culture et les cours de lettres de l'Université fédérale. Et ça, bien évidemment, ça va développer le partenariat entre ces unités d'enseignement. Ce partenariat, je juge vraiment très positif parce que l'espace des cases de culture, disons, c'est vraiment efficace dans la formation de nos étudiants, des étudiants de l'université du cours des lettres. Donc, ce sont les objectifs du programme. La sélection du programme de bourse, elle est annuelle. Cette année-ci, on a sélectionné 2 boursiers, oui. Il y a, dans le programme aussi, c'est prévu une aide financière. Et ils vont assurer, une fois sélectionnés, ils vont assurer un cours de langue à la Casa de Cultura française. Oui. Qu'est-ce qu'on évalue dans la sélection? On évalue le parcours académique du candidat, de l'étudiant candidat. Donc, on analyse les disciplines qu'ils ont déjà suivies au cours de lettres. On évalue leurs notes. Et l'évaluation des disciplines, elle est importante parce que c'est une manière de visualiser leur bagage, leur connaissance par rapport à la question linguistique, culturelle,
qu'on exige dans les salles de classe de Casa de Cultura. La sélection aussi, elle compte sur une épreuve orale. Donc, les candidats doivent passer une épreuve qui c'est dans le format d'un cours. Ils doivent faire un cours, élaborer un cours et présenter le cours en 20 minutes à propos d'un thème défini. Le thème, ce sont les professeurs qui vont évaluer les candidats qui définissent. Et en général, comme comme ils vont assurer un cours à la Casa de Cultura, on a décidé de choisir des activités issues de la méthode qu'on adopte à la casa, qui est la méthode édito. Donc, on choisit des activités d'édito, normalement des activités d'une page. Ils doivent préparer ce cours et présenter ce cours en 20 minutes. Et pendant ce cours, les professeurs qui évaluent le candidat analysent leur niveau de langue, analysent l'abordage du matériel, l'interaction dans la salle de classe et l'interaction avec les élèves, évaluent aussi la ponctualité et l'organisation de l'élève et tout ça. Donc, la Pró-Reitoria de Extensão, elle lance la sélection. Les candidats, ils se présentent, ils passent la sélection. Une fois sélectionnés, ils sont présentés à son professeur, à leur professeur collaborateur. D'accord? Le professeur collaborateur, à sa fois, dans la première rencontre, il présente sa façon de travailler. Oui, donc la méthodologie de travail du professeur collaborateur dépend de chaque professeur. Moi, j'ai déjà eu d'autres expériences en tant que collaboratrice auprès de ce programme et j'ai vu que moi, je fonctionne bien dans ce système-là d'accompagnement. Orientation, observation des cours, rapport. Donc, pour moi, ça fonctionne très bien. Je m'organise comme ça. Et on fait toujours ce cycle, orientation, observation des cours, rapport, toujours comme ça. Et dans la pratique, c'est quoi ça? Alors, on fait des réunions en présentiel, sur place, visant la préparation des cours. J'ai mis sur place, entre parenthèses, parce que mon intention en tant que professeure collaboratrice, c'est d'installer les boursiers vraiment sur la place où ils vont développer leur travail. Parce que dans la salle de classe physique, en présentiel, ils peuvent faire des simulations, ils peuvent tester si le matériel préparé et s'il va vraiment fonctionner, s'il va vraiment marcher. Ils peuvent tester un peu leur déplacement dans la salle de classe, l'utilisation des outils qui sont disponibles dans la salle de classe, l'utilisation de l'ordinateur, l'utilisation de la projection, l'utilisation des télécommandes. Donc, les réunions, généralement, que je propose à mes boursiers, et en général, elles se passent sur place parce que je trouve très intéressant cette question d'être là, de sentir vraiment l'ambiance où ils vont travailler. Et on faisait aussi l'évaluation. Bon, après la préparation des cours, moi, en tant que professeur collaborateur, j'évaluais le matériel pédagogique, je faisais un feedback, je disais ce qui avait marché, ce qui pourrait marcher, ce qui ne pourrait pas marcher. Après, j'observais les cours et finalement, on avait une réunion pour rapporter mon observation et aussi pour lancer la préparation pour les cours suivants. Donc, c'était comme ça qu'on travaillait avant la pandémie. Et on se réunissait 2 fois par semaine, donc j'avais 2 boursiers, donc c'était une observation, une visite de classe pour chaque boursier et une réunion collective, moi, les 2 boursiers et moi. Donc, avant la pandémie, c'était comme ça. Oui, et si je me rappelle bien, mon WhatsApp, il était disponible pour les boursiers, mais c'était un contact un peu rare, oui, avant la pandémie. Bon, et la pandémie, elle s'est installée et on a été forcés à nous isoler.
n'est-ce pas? Et j'ai commencé à visualiser, je me posais des questions. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, il faut que je surmonte mes difficultés par rapport à mes difficultés par rapport à mes propres cours. Et maintenant, j'ai 2 boursiers qui dépendent de mes orientations pour travailler aussi pendant la pandémie. Donc, je me suis dit, mon Dieu, j'ai un grand défi devant moi. Donc, pourquoi un grand défi? Parce que moi, l'image représente un peu du défi que je vais vous présenter maintenant, c'est la question de mon aisance numérique. Disons, avant la pandémie, je me considérais, disons, niveau A2, 1. Donc, j'étais à un niveau intermédiaire, un niveau moyen par rapport à mon aisance numérique. Donc, je savais, disons, évidemment, manipuler un ordinateur, utiliser l'Internet dans la salle de classe et tout, mais c'était niveau moyen. D'accord? Donc, mon grand défi, ça a été de développer mon aisance numérique. Oui. Un autre défi que j'ai jugé important de vous présenter ici, c'est que moi aussi, je devrais aider les boursiers à gérer leurs difficultés avec l'aisance numérique, avec leur aisance numérique. Donc, ce n'était pas seulement mes difficultés avec l'aisance numérique, mais aussi de savoir gérer les difficultés des boursiers. Donc, pour moi, ça a été vraiment un défi. Un autre défi, c'est que j'ai dû créer ma méthodologie de travail, mais pas seulement créer ma méthodologie de travail, mais j'ai dû être vraiment bien organisée pour ne pas me perdre, oui, pour ne pas me perdre pendant ce défi qui c'était d'enseigner en distanciel et sans avoir beaucoup de temps de travailler l'élaboration du matériel, de travailler en distanciel. Et pour finir, j'ai mis cette image-là parce qu'elle représente bien un peu comment je me sentais, parce qu'on devrait faire un peu de tout. Et le dernier défi, c'était la question de la disponibilité. Avant la pandémie, alors par exemple, mon WhatsApp, je répondais à quelques questions ponctuelles des élèves sur WhatsApp, mais c'était quelque chose, disons, rare. Mais avec le confinement, disons, j'ai dû changer un peu mon comportement par rapport à l'utilisation des moyens de communication en distanciel. Pas seulement avec mes élèves, mais aussi avec les boursiers. Donc, on a eu un contact très, très intéressant. Il faut que je dise aussi que mes deux boursiers, ils sont super. Donc, ils ont fait un excellent travail et ils ont été très bien évalués par les élèves. Donc, par rapport à cette question de disponibilité, mon changement de comportement, être plus disponible, c'est vrai que ça a été un peu, disons, compliqué au début, parce que mon profil personnel, c'était pas de travailler virtuellement avec les élèves, mais après, j'ai vu que c'était nécessaire. Donc, c'était vraiment nécessaire de changer un peu de comportement. Bon, et comment s'est passé l'accompagnement de mes boursiers pendant les confinements? En fait, quand j'étais en train de préparer cette présentation, j'ai constaté que ça n'a pas changé. Donc, j'ai utilisé la même méthodologie de travail que j'avais avant le confinement. Donc, les 3 étapes, elles ont continué dans mon travail en tant que collaboratrice. Donc, j'ai continué à orienter les boursiers, j'ai continué à observer leurs cours et on a continué à rapporter, à faire le rapport des expériences à chaque semaine. Oui, donc je récapitule ici. Dans l'étape orientation, qu'est-ce que je faisais? Donc, la grande différence par rapport au moment présentiel, c'est qu'on a installé une nouvelle classe. On est sorti de la salle de classe physique et on est passé à la salle de classe virtuelle. Donc, mais pas seulement la salle de classe virtuelle, on se communiquait aussi à partir de Meet, WhatsApp, mail. Donc,
on avait ces moyens de communication disponibles. Et aussi, on a décidé de créer une salle de classe virtuelle avec le même modèle de salle de classe qu'on avait avec nos élèves, pour créer la même idée qu'on avait en présentiel, pour avoir un espace où on pouvait simuler les cours, où on pouvait tester le matériel, où on pouvait élaborer les épreuves, nous envoyer pour la révision et pour la vérification des épreuves et faire les tests pour savoir si c'était faisable ou non. Donc, ça a été très important, la création de cette salle de classe virtuelle pour le travail d'orientation avec les boursiers. Et les autres activités qu'on faisait en présentiel, on a fait le même en distanciel. On a continué à préparer du matériel pédagogique. Là, la différence, on a bien travaillé avec le choix des activités asynchrones et synchrones. En présentiel, c'était différent. En distanciel, on a été plus rigide par rapport à ce choix. Aussi, le choix des activités en ligne. Alors, on a vraiment insisté sur la question de la rigueur de vérification des sites et des plateformes, parce que quand on était en présentiel, disons, il n'y avait pas cette nécessité de rigueur de vérification par rapport au matériel qu'on devrait utiliser. Même pourquoi notre fil conducteur de nos cours, c'était la méthode édito. Et la méthode édito, c'est une méthode conçue par de spécialistes. Et alors, c'était pas nécessaire d'analyser avec rigueur les activités proposées par édito. Mais là, en distanciel, on a beaucoup utilisé des vidéos, on a beaucoup utilisé des plateformes collaboratrices. Donc, et là, il fallait pas seulement tester, mais aussi vérifier leur application. Oui. Alors, on a aussi parlé des stratégies pour chaque cours et pour chaque activité. Alors, dans notre salle de classe virtuelle et aussi sur WhatsApp, on testait des stratégies pas seulement pour travailler dans les cours, mais pour travailler une activité spécifique. Donc, on a travaillé aussi là-dessus. L'élaboration des épreuves aussi, parce qu'on a fait des épreuves pour chaque compétence. Donc, on a élaboré des épreuves de compréhension écrite, expression écrite, compréhension orale et expression orale. On a élaboré les épreuves, on a fait des tests et après, on a fait passer ces épreuves auprès des élèves. Et voilà, test et simulation. Oui, donc, par rapport au présentiel, la différence, c'est la question de la rigueur au moment de choisir les activités et l'espace, bien évidemment, et la question de décider ce qui devrait être asynchrone et ce qui devrait être synchrone. Oui. Par rapport à l'étape de l'observation des cours, c'est identique à l'étape de ce qu'on faisait en présentiel. J'ai vérifié, parce que moi, j'étais présente, j'ai continué à être présente dans les salles de classe des boursiers, donc j'observais s'ils appliquaient les stratégies prévues dans la préparation du matériel. J'ai vérifié la gestion du temps dans la classe virtuelle, l'utilisation du matériel préparé, la question de l'interaction élève-enseignant, qui c'est vraiment, disons, très compliqué, et la correction des activités. Et aussi, c'était le moment de vérifier un peu leur aisance linguistique, une correction des niveaux de langue, c'était aussi le moment. N'oublions pas que ce sont des futurs professeurs, ce sont des étudiants du cours de lettres qui sont encore en formation. Et l'étape finale du processus de l'accompagnement, c'est le rapport. Par rapport au présentiel, on a continué à faire la même chose, donc, mais on a installé une habitude que je juge très intéressante, qui est la question de l'auto-évaluation. Donc, dans nos réunions où on rapportait notre semaine, nos expériences qu'on avait eues pendant la semaine, on commençait toujours le rapport avec l'auto-évaluation des boursiers. Donc, ils s'auto-évaluaient.
il commençait la réunion à parler de ce qu'ils, disons, des points positifs et négatifs, de leur impression qu'ils ont eu de leur propre cours. Et après, je faisais le confront avec les observations que, disons, que j'ai pu observer au moment d'être dans la salle de classe. Avant la pandémie, je ne faisais pas ça. Donc, ça, pour moi, ça a été une chose qu'on a installée pendant la pandémie et que je juge très intéressant de continuer. Aussi, dans cette étape de travail, on parlait aussi, bien évidemment de ce qui avait marché et si l'activité, elle marchait, c'était quelque chose à explorer. Et si l'activité ne marchait pas, c'était quelque chose à éviter ou à améliorer. Donc, on prenait conscience par rapport à ça et on terminait notre réunion de rapport en lançant la préparation des cours suivants. Et alors, le cycle recommençait. Oui. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport aux résultats de ce travail? Et j'insiste ici, je ne parle pas disons, des boursiers, c'est pas ça, c'est de moi en tant que professeure collaboratrice. Donc, qu'est-ce que j'ai pu observer comme résultat? Donc, je pense que cette modalité de travail a développé les enseignements numériques des boursiers et ça a développé aussi mon aisance numérique en tant que prof collaborateur, mais aussi en tant que prof qu'enseignante, oui. Que la rigueur dans la vérification du matériel, elle doit être toujours, disons, forte. On ne doit jamais oublier ça. Et quand on travaille avec du matériel issu des sites Internet, et parce qu'à l'Internet, vous savez, on a un peu de tout, n'est-ce pas? Et en général, on ne travaille pas avec du matériel qui sont, disons, travaillés, qui sont manipulés du point de vue pédagogique. Donc, cette rigueur dans le travail de la vérification du matériel, je pense que les boursiers ont bien compris et qu'ils vont toujours mener cette vérification dans leurs travaux futurs. Et une autre information importante, c'est la question qu'on a commencé 2020 en présentiel et après on est passé au distanciel. Donc, je pense que là, c'est le point positif. La pandémie nous a été positive en raison de ça. Parce que les boursiers, qui sont de futurs profs, ils ont l'opportunité de voir comment ça marche, l'enseignement en distanciel. Parce que je pense que leur formation était plutôt menée vers le présentiel. Donc, ce changement brusque, disons, un peu rude, a été vraiment positif parce qu'ils ont déjà les deux côtés. Alors, ils ont déjà une expérience assez positive par rapport à ça. Et pour finir, la question, je pense que Prex n'a pas prévu un autre avantage très important dans ce programme de bourse. C'est qu'à partir du moment où la Pró-Reitoria d'Extensão offre des opportunités à des étudiants d'élèves qui veulent être des professeurs, elle aide aussi les professeurs expérimentés. Donc, ce programme contribue à l'actualisation du travail du professeur expérimenté parce qu'une fois où il doit collaborer, il doit guider les boursiers, il doit aussi s'actualiser pour pouvoir s'insérer dans disons, la nouvelle génération d'enseignement des langues étrangères. Alors, je pense que c'est ça, c'est ça, j'ai prévu ça pour présenter ici. Et voilà, si vous avez des questions à la fin, on peut continuer la discussion. Merci, Caroline. Merci beaucoup. C'est très important de partager votre expérience. Ça nous soulage aussi face de nos difficultés aussi. Et nous apporte un enrichissement, je crois. Alors, on continue notre table ronde. On va maintenant entendre la professeure Patrícia Isabel Ricaui,
c'est ça? Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Parfait. Donc, Patrice va nous parler d'une expérience d'écriture collaborative online, enjeux et défis. Donc, aujourd'hui, on parle bien des défis. Alors, je vous parle un peu de Patricia. Attends. Bon, Patricia, elle a une licence en lettres françaises et elle a aussi suivi son master en linguistique à l'Université fédérale du Ceará, UFC. Elle a été enseignante au département de lettres étrangères aussi à UFC. Actuellement, elle est enseignante à l'Institut municipal de recherche, administration et ressources humaines, INPA, et au Centre cearense de langue CCI. Alors, nous sommes prêts aussi. Bonsoir à tous. Oui. Avant de commencer, je voudrais vous dire que je suis très contente d'être là dans ces petits moments de partage avec vous, avec mes collègues. Je vais partager ma présentation. C'est bon? Ça y est? Oui? Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà, donc avec la pandémie de Covid, tout a changé. D'un jour à l'autre, on a dû changer changer nos méthodes, on a dû changer des formats de notre cours. On a participé de plusieurs formations. Moi, j'ai vu beaucoup de webinaires et qui m'a fait présenter plusieurs outils, n'est-ce pas? D'entre eux, les outils d'écriture collaborative, oui. Et on était toujours là en train de chercher cette aisance que Bruno nous a parlé, hein, pour essayer de préparer un cours plus motivant, n'est-ce pas? Et moi, j'ai commencé à travailler avec l'écriture collaborative. Donc, mon intervention a pour but de faire un petit rapport de ces expériences avec ces outils. Je vais parler des avantages et les inconvénients. Je ne sais pas si je parle d'inconvénients, les défis, voilà, les défis. Parce que quand je voyais pendant les webinaires, pendant ces formations, je pensais, comment ça? C'est très simple comme ça, on va changer tout à coup, on va changer. Est-ce qu'avant, on travaillait en salle de classe présentielle avec l'écriture collaborative? Moi, pas beaucoup, de temps en temps. Oui. Et après cette pandémie, durant la pandémie, j'ai commencé à travailler et je voudrais juste faire un petit rapport. Je vais vous montrer aussi quelques activités que je fais avec mes élèves et je vous annonce que la majorité des activités c'était des collaborations avec des grands groupes et avec des petits groupes, d'accord? Mais c'est quoi écriture collaborative? Qu'est-ce que c'est? Donc, l'écriture collaborative, c'est fait à plusieurs. L'écriture collaborative permet une écriture avec un grand groupe, à travailler avec un même document et en temps réel. D'accord? C'est un moment de partage, un moment de collaboration entre les apprenants, surtout entre les apprenants, et aussi avec nous, enseignants, qui, à mon avis, doit un rôle d'être principalement un guide. D'accord? Alors, l'apprentissage collaboratif a une double visée. On doit collaborer pour apprendre
et apprendre à collaborer. Et là, c'est un peu difficile. Hein. L'apprentissage collaboratif est une démarche active par laquelle l'apprenant travaille à la construction de ses connaissances. Alors, j'ai listé là quelques avantages. Bon, il y a pas mal d'avantages. Je pense que c'est vraiment intéressant, malgré d'avoir des petits défis. Hein, mais nous, les profs, on est toujours sur le défi. Comme les élèves sont toujours en interaction, donc normalement, on doit développer des compétences sociales. On doit échanger des points de vue, des mêmes sujets. Les apprenants doivent discuter, argumenter avant d'écrire. Oui. Il doit prendre conscience aussi à ces différents styles d'écriture. Oui. De la dynamique des groupes. Chaque groupe a son rythme, a sa manière. Il faut travailler aussi la créativité, le plaisir d'écrire. Et voilà, et surtout développer l'autonomie et l'assurance, oui, des apprenants. Donc, on peut aussi proposer aux apprenants, avec l'écriture collaborative, à créer, à proposer des activités avec des tâches de la vie réelle, de mettre en œuvre une approche interactionnelle. C'est ça que je trouve le plus important, c'est l'interaction entre les apprenants et nous, les enseignants, on ne doit pas rester là comme un correcteur à observer des erreurs. Non, à mon avis, non. D'accord. Alors, donc, Claire a dit que écriture collaborative en ligne, une approche interactionnelle de la production écrite. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, pendant le début de la pandémie, on a fait connaissance des multiples outils, pas mal de plateformes, etc. J'ai listé là quelques outils que j'utilise. Il y a ce que je préfère, comme par exemple Google Drive, parce que c'est très simple à travailler. Les étudiants peuvent écrire ensemble, oui, sur un seul document. J'aime bien aussi Framapad, Padlet, j'utilise beaucoup Padlet. Voilà, donc je ne vais pas exactement vous présenter ces outils, mais je vais vous montrer quelques activités que j'ai faites avec mes groupes. Je fais avec les groupes A1, A2, d'accord? Et aussi commenter un peu, partager un peu avec vous le défi de cette utilisation. Hein. Je me suis posé beaucoup de questions en classe présentielle. Pourquoi je ne travaillais pas beaucoup avec le travail collaboratif? Il est important de dire que l'écriture collaborative, ce n'est pas forcément un truc de numérique. Si en salle de classe, on travaille avec des élaborations de jeux, hein, avec de l'élaboration de phrases, collaboration avec des dessins, ce sont des exemples d'activités collaboratives. Oui. Mais moi, par exemple, je n'avais pas beaucoup l'habitude. De temps en temps, je jouais un peu avec cela. Et après la pandémie, avec ces connaissances, c'était pas mal de choses qui, pour moi, c'était tout nouveau. J'ai commencé à insérer dans mes cours, dans mes classes en ligne. D'accord? Voilà. Moi, j'ai nommé comme contrainte difficulté. Hein? Au début, quand je voyais ces outils, je pensais, est-ce que c'est vraiment si facile de travailler ça? Est-ce que les apprenants, ils sont habitués?
en salle de classe présentielle, qu'est-ce que je faisais? Ils vont sentir cette différence. Et à mon avis, ça, c'était évident. Mes élèves ont beaucoup senti la différence. Parce que si je travaille avec des jeux, des activités, avec des travaux collaboratifs en salle de classe, à mon avis, c'est un peu différent parce que les groupes, c'était petits, ou sinon, on partageait les groupes qui n'étaient pas en contact avec les grands groupes. Mais en virtuel, et tout le monde est là devant l'écran et tout le monde voit le travail des autres. Donc, j'ai pu observer la timidité des apprenants. Ils sont timides de leurs écritures. Pas tout le monde, mais il y a des apprenants qui disent, professeur, ce n'est pas plus facile d'écrire et vous envoyer par mail. Oui. Aussi, le malaise ou le manque de connaissances des apprenants par rapport aux outils numériques, surtout quand ces étudiants se connectaient à partir d'un portable, c'était plutôt difficile. Et là, je suis là dans le point. Petit souci technique aussi, parce que des fois, j'envoyais les liens pour commencer ce travail collaboratif et il y avait des élèves, professeur, ça n'ouvre pas avec moi, ça ne marche pas avec moi. Et donc, le professeur doit avoir plusieurs rôles, hein, comme Bruno a dit. Hein. Donc, moi, j'étais en train de découvrir aussi mon aisance numérique. Mais je crois que pour les apprenants, c'était un peu plus difficile. Quand ils se connectaient sur un portable. Professeur, si je commence à écrire, je vais sortir de la salle de classe Meet. Ça me fatigue. Non, c'est pas bon. Oui. Comme c'est un travail collaboratif, et à mon avis, c'est plus intéressant que l'enseignant, il sort un peu, il reste seulement à observer les productions. Bien sûr, on va orienter, etc. Mais on n'est pas là pour juger toutes les erreurs. Les élèves, ils seront encore plus timides. Mais je pensais que c'était intéressant quand j'ai commencé à travailler avec l'écriture créative, c'était le travail entre eux. Ils n'allaient pas seulement écrire, ils devraient aussi corriger les autres. Ah, c'est mieux comme ça. Ah, on doit écrire comme cela, de cette manière, etc. Mais la majorité ne font pas ça. Quand ils sont timides, les apprenants ne corrigent pas leurs collègues. Quand ils sont en train de travailler en collaboration, ils attendent l'intervention de nous, les enseignants. Et des fois, les étudiants m'ont proposé, professeur, je peux écrire sur votre WhatsApp, vous allez voir, vous allez corriger, et après on fait copier-coller sur le site. Et pour moi, le plus intéressant, c'était là, ces échanges entre eux. Oui. Voilà, quoi d'autre? Ils sentent qu'ils ont toujours besoin d'être de la part d'enseignants. Bon, je reforce là que l'enseignant doit bien sûr orienter, corriger, mais pas tout le temps, tous les genres d'erreurs. Oui. Le dernier point, c'est que j'ai trouvé un peu plus délicat. Parfois, ils ont du mal à interagir avec les collègues de classe. Oui. J'envoyais les liens, j'expliquais l'activité, mais il y avait des groupes qui ne commençaient pas à écrire. Professeur, il faut faire avec qui? Mais je puis sentir un peu, ça dépend du groupe, hein, qu'ils ont un peu de difficultés hein, d'intégrer, je ne sais pas si c'est la timidité. Mais je vous dis en avance que j'ai des petits défis, mais j'ai eu de très bonnes productions aussi. Hein. Et j'ai pu observer aussi que quand je demandais des activités avec un grand groupe,
cela était un peu plus difficile. C'était un peu la pagaille. Ah, professeur, ils ont effacé mes lignes, mon test. Et alors, je dois commencer. Donc, on a plus encore de défis. Et puis après, j'ai décidé de travailler en paire par deux. Et par exemple, quand je travaille sur Padlet, je demande par deux. Et après, les autres collègues doivent commenter la production des autres. Donc, c'est pour ça, j'ai senti que c'est un peu moins difficile travailler avec des petits groupes qu'un grand groupe, écrire en temps réel sur un même document. D'accord? C'était un défi. Ouais. Ah, voilà. Et là, je vais commencer déjà à vous montrer quelques activités. Je fais une capture d'écran, mais je vais aussi procéder avec ces liens pour vous montrer. Avant, je n'avais pas utilisé Google Drive au présentiel, ni au début de mes cours en ligne. Et ça marche très bien pour l'écriture collaborative. En plus, c'est facile. Hein? Là, c'est un exemple d'activité. Je fais avec un niveau A2. Pour réussir un premier rendez-vous amoureux, il faut. On était en train de discuter, de parler de l'amour, etc. Et complétez la phrase avec des actions et écrivez votre nom à la phrase. Donc, ils ont écrit des phrases, mais après, je leur demandais d'écrire un test. Je partageais par groupe, bien sûr. Et je leur demandais de faire une petite narration, d'écrire un rendez-vous amoureux. Donc, il y a plusieurs phrases. La phrase que j'ai beaucoup aimée, il faut que la personne n'ait pas voté 17. Voilà mon exemple avec Google Drive. Framapad. J'aime bien travailler avec Framapad. Il s'agit d'un éditeur de tests collaboratifs en ligne. Et comme Google Doc, les contributions des utilisateurs apparaissent dans différents pads de participation, à la différence que c'est coloré. Et ça, des fois, nous pose des problèmes parce que les élèves, quelle est ma couleur? Je ne me trouve pas. Et bon, mais à la fin, on voit de bons résultats. Je vais vous montrer. Ça va ouvrir. Attends une minute. Il faudrait que je le sais. Ça va marcher. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça reste tout collé. Et des fois, les productions, les paragraphes, ils restent très collés et ça nous pose des petits problèmes. Mais après, on s'habitue, les apprenants s'habituent aussi. On doit séparer pour un peu, sinon ça reste tout collé. Seulement, on doit conserver tout collé, bien sûr, si c'est un seul test avec le grand groupe. Hein. Cette activité-là, je l'ai faite avec un niveau A2 aussi, mais c'est une activité que j'ai l'idée à partir de leur manuel. Il avait des images, 3 images avec des personnes différentes. Je partageais par groupe. Et je leur demandais d'imaginer, pour réviser passé composé, futur simple, je leur demandais d'écrire ce que les personnes ont fait le week-end dernier, et puis après, ce que le personnage de ces images feront ou ferait après le week-end prochain, d'accord? Et donc, voilà les productions des élèves. Ah oui, là, c'est la même chose parce que je fais une capture d'écran. Je vais vous montrer une autre activité.
un peu plus simple, mais pas moins intéressant. Ça a bien marché. Je fais avec un groupe A1 et non, pardon, A2. Je partageais par des groupes. Là, la classe, c'est pas très grande. On a 12, si je ne me trompe pas, 15 étudiants. Quel mot rime avec amour? Donc, je posais cette question à des groupes. On travaille un petit peu la phonétique. Ils ont écrit des mots. Carrefour, vous voyez, il était enragé là. Et puis après, je leur demandais d'écrire un petit poème en utilisant ces mots. D'accord? Avec le premier groupe, ça a bien marché. Ils ont écrit un poème, mais j'ai eu du mal à sauvegarder. Mais avec le deuxième groupe, ils ont parlé juste à l'oral, mais ça va. Ils ont produit. Padlet, j'utilise beaucoup. Je crois que tout le monde connaît Padlet. J'aime beaucoup Padlet parce qu'on peut, c'est un grand mur collaboratif. Hein. On peut travailler test écrit, écriture collaborative, on peut enregistrer audio, on peut aussi insérer des tests, des liens, pas mal de choses. Et là, j'ai travaillé avec un groupe A1, c'était tout au début du cours. Ils ont préparé leur présentation. Hein. Pardon. Et je leur demandais aussi d'enregistrer l'audio, mais mon intérêt ici, c'était après, je demandais à chaque étudiant de commenter les productions des autres. J'avais déjà essayé de travailler avec Padlet, avec un grand groupe, d'élaborer un test, c'était un rapport de voyage, si je ne me trompe pas. Mais comme je vous ai dit, avec les grands groupes sur un seul document, pour moi, dans mon expérience, ça c'est un peu plus difficile hein, pour un grand groupe. Alors, je vais vous montrer là d'autres exemples. Là, c'est un groupe A2. Et j'avais leur demandé de poster, de chercher des images et puis après faire la description physique de personnages, des accessoires, des vêtements. Et puis après, les autres collègues devraient écrire, commenter hein, les productions et je demandais aussi d'enregistrer l'audio des commentaires ou la présentation. D'accord? Donc, il y a là. Et comme je vous ai dit, quand ils travaillent en pair, c'est beaucoup mieux. Pour moi. Voilà. Un autre que j'ai trouvé intéressant. Des plats. Ah là, des plats. Et là, j'ai travaillé avec un groupe A2, presque bien. Là, c'était une activité en paire, par deux. Mon superbe Padlet de plats. Je leur demandais de présenter une recette, d'écrire le test en collaboration avec le collègue et les autres devraient aussi commenter. D'accord? Donc, voilà, il y a beaucoup de productions. Et c'est ça. Padlet. La dernière activité par rapport à Padlet, qu'est-ce que je vais montrer? Ah bon. Là, j'ai trouvé intéressante avec ces Padlet parce que c'était en format de cartes, oui, mondial. Et je leur demandais
d'élaborer une publicité dans ces jours linguistiques dans un pays francophone. Mais j'ai dit dans un pays francophone de vos rêves. Et là, les élèves devaient, après la production, ils devaient chercher les productions des autres pour faire des commentaires. D'accord? Alors là, si vous pouvez faire attention. Et ces points-là, ce sont des productions des élèves. Si on fait grandir là, on voit. La majorité a choisi l'Europe, hein. Mais il y a aussi la France. Je vais vous montrer. Ah, là, c'est un exemple. Je demandais à ces groupes-là, c'était un père, mais l'autre, il s'est déconnecté. Et cet étudiant-là, cet apprenant, il écrit sur un document Word et puis après, il a posté. D'accord? Mais l'intention, c'était de... Ah, je vais chercher un autre là. Voilà, Québec, et voilà, dans cet espace-là, il faisait des commentaires. Et puis après, je leur demandais de faire une votation, quel séjour linguistique c'était plus intéressant. C'est où? Donc, il y avait des productions partout, hein. Ils devaient faire les apprenants devaient faire une recherche dans la carte, Polynésie française, et voilà. C'est bon, on avance. C'est bon, c'est fini complète. Ah, là, j'utilise beaucoup pour les nuages des mots. C'est une écriture aussi collaborative. Et ça, cela exige moins, mais c'est intéressant. Pendant les formations au début de la pandémie, c'était le bon. Il s'agit d'un service en ligne qui permet à un enseignant ou un formateur de poser des questions. Voilà, il va former des nuages de mots, tout le monde connaît. Et je fais capture. Ah oui. Nuage de mots, ça va, tout le monde connaît. Et j'ai utilisé beaucoup Mentimontaire, je prononce un peu à la française. Là, j'ai utilisé avec un groupe A1, d'accord, un nuage des mots, c'est intéressant. Mais aussi avec Mentimontaire, on peut faire pas mal de choses. Des sondages, des quiz, beaucoup de choses. Je fais aussi au début de la pandémie, quand on a décidé vraiment de reprendre nos cours en ligne, je fais cette activité. Mais cette activité, c'était individuel, c'était pas exactement en collaboration. Mais puis après, on a discuté. L'identité, ça reste un peu caché, mais c'était bien. Là, c'était chaque étudiant. Et je leur posais la question, qu'est-ce que vous avez fait pour pratiquer et ne pas oublier la langue française avant de reprendre les cours? C'était le début. Et bon, c'est ça, comme je vous ai dit, c'est vraiment un défi de travailler avec l'écriture collaborative en ligne, surtout quand on n'avait pas l'habitude de faire ça en présentiel. J'ai pu observer que les apprenants, ils restaient un peu timides, ils n'étaient pas habitués, moi non plus, hein, mais j'ai de petits défis, mais on vrai dire, j'ai eu de très bonnes productions aussi. Et nous, les profs, on est toujours sous le défi. Hein. Donc, apprendre collectivement, c'est une construction mutuelle et collective des savoirs et des connaissances orientées vers un but commun, dans un milieu d'interaction qui favorise le désir d'apprentissage chez les apprenants. Ceci est encouragé par un animateur, nous, en tant que professeurs, qui facilite l'activité d'apprentissage. C'est Benafou, d'accord? Et c'est ça.
Donc, c'est un défi, mais comme Bruno a dit, et Carole aussi, le prof de flûte est aussi chanteur, animateur, technicien, acteur. Et voilà, c'est ça. C'est fini. Je voudrais juste parler un peu de mes expériences et puis après discuter un peu avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. C'est très bien faire ces échanges-là et vraiment la situation actuelle, elle a demandé toute notre créativité. Oui. Et je trouve vraiment que c'est important, ce type d'échange-là. Oui. Merci beaucoup. Très bonne présentation. Avant de partir pour les questions, je voudrais vous dire que demain, on aura une autre table ronde, d'accord, dont le thème, c'est le même thème de la semaine, du jour des profs, que c'est un nouveau lien et nouvelles pratiques, projet pour demain. Et on aura la présence de Étienne Clément de l'Université de Vienne. On aura aussi la présence de la professeure Annabelle Chalvin. Elle travaille à l'Alliance française de Natal. Et Marc Élu de l'Alliance française de Fortaleza. Donc, on attend 18h30 aussi. Et on peut partir pour les questions. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? On a une ici pour Caroline, j'ai noté. Je vais chercher là. Caroline est là? Oui. Oui. Donc, Oui. Jessica nous laissait une question. Elle a dit, je veux savoir comment se donner l'interaction des classes nombreuses comme celle de la case du culture, si les élèves ont réussi à s'adapter. Bon, si les élèves ont réussi à s'adapter, en fait, on devrait s'adapter. On n'avait pas l'opportunité de ne pas nous adapter, en fait. Et comment on a travaillé, parce que vous savez que le public de Casa de Cultura étrangère, c'est différent du public, par exemple, de mon public de ma présentation ici, que c'était des futurs professeurs, n'est-ce pas? Au cours de lettres, on a moins d'étudiants. Et à Casa de Cultura, on a des groupes avec 25, d'autres groupes qui ont des 30 élèves dans la salle de classe. Donc, c'est vraiment difficile de travailler l'interaction. C'est un travail... la participation de tout le monde, c'est presque impossible. Tout d'abord parce qu'ils se présentent dans la salle de classe virtuelle, mais on ne sait pas vraiment s'ils sont là jusqu'à la fin du cours. Oui. En plus, il y a la question qu'ils n'aiment pas se voir devant la caméra. Il y a la question aussi qu'ils n'aiment pas s'enregistrer, donc se présenter même oralement. Et alors, ça rend la communication un peu difficile. Mais moi, en tant que prof, alors je vais parler en tant qu'enseignante, alors comment je faisais pour stimuler la participation de l'élève dans ma salle de classe virtuelle? J'utilisais la liste des présents, d'étudiants présents qui est ici. Et alors, je faisais le tour. Alors, Joyce, tu peux répondre à telle question. Maintenant, Patrice, qu'est-ce que tu penses de la réponse de Joyce? Maria-Régine, et toi? Je fais la même chose. À la question, à telle question. Tiziane, est-ce que tu peux lire le premier paragraphe? Bruno, tu peux commenter le thème proposé par la lecture? Donc, je suis vers la liste. Donc, et après avoir terminé la liste, alors j'ai recommencé. Je fais la même chose, Carole. Des fois, je pense, oh là là, que je suis méchante parce que quand la personne ne répond pas, moi, je dis, ah, elle est absente aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne stratégie pour le professeur parce que si on dépend de la participation volontaire de l'élève, alors on n'aura pas vraiment beaucoup d'adhésion dans les pratiques d'interaction dans la salle de classe. Alors, c'est vrai qu'il y a des élèves qui sont toujours
très collaboratif, disons. Ils participent activement des cours. Les élèves qui d'habitude, qui, par exemple, co-présentiel, participaient activement et qui répondaient disons, aux exercices, ces élèves vont continuer à faire la même chose en distanciel. Et ils ouvraient toujours leur caméra, ils apparaissaient, c'était toujours le même groupe. Et ça se répétait aussi, peu importe le niveau. Donc, j'avais un cours de niveau A1 et j'avais 2 autres cours niveau B1. C'était le 7e semestre. C'était toujours pareil. Donc, ma stratégie, c'était ça. Alors, je me suis servie de la liste des présents et je faisais les tours tout le temps. Et c'est vrai que parfois, j'appelais, par exemple, j'appelais une personne qui était là, présente, je disais, Maria, tu peux commenter la réponse de Jacqueline? Maria? Maria? Et alors, Maria, en fait, elle n'était vraiment pas présente. Oui, mais c'est la seule stratégie que j'ai trouvée, disons, que j'ai jugée aussi efficace pour essayer de stimuler la participation dans des classes qui ont, disons, qui ont un grand nombre d'étudiants. Donc, c'est quand même compliqué. Mais j'ai utilisé cette stratégie et pour moi, ça a été satisfaisant. En fait, ça a été suffisant pour moi. C'est une bonne stratégie. Alors, on a d'autres questions? Moi, j'ai toujours une question à propos de la méthode. Je sais que pas tous les cours de français vont suivre vraiment toute la méthode, mais c'est un investissement du élève, ça coûte cher, la méthode, les livres. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour suivre la méthode, pour adapter les livres, les chapitres, tout ça? Patricia, Bruno, ça, c'est égal. Ou même Carol. Moi, normalement, je fais des sélections, des extraits. Et la majorité des apprenants, ils ont le PDF. Donc, mais je fais des sélections, il y a des doubles pages que je travaille, d'autres non. C'est ça. Bon, nous, à l'Alliance, nous avons les méthodes numériques. Donc, nous avons la version déjà numérique de manuel. On fait la projection comme on faisait en présentiel. Mais on a aussi une plateforme pour les élèves. Donc, ils ont accès aux exercices, aux activités interactives. Donc, ça, c'est pas un problème. Voilà, c'est très bon. Hein? D'accord, oui. Donc, dans mon cas, on a eu 2 réalités différentes, oui. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé à la Casa de Cultura? On a décidé en fait, le livre, la méthode édito, elle nous a été toujours notre fil conducteur. Donc, avant de commencer à travailler en distanciel, on s'est organisé un groupe. Donc, il y avait les groupes de professeurs qui allaient programmer les cours niveau A1.1, les groupes de professeurs qui allaient travailler les cours A2, les groupes de professeurs qui allaient programmer les cours en distanciel du B1. Donc, on a formé des groupes et chaque groupe a décidé les activités qui devraient être synchrones et asynchrones, disons des activités de la méthode. D'accord, de la méthode édito. Donc, on a choisi des activités normalement de la façon comme on fait quand on est en présentiel, mais on a partagé, disons, des activités asynchrones et des activités synchrones. L'idée, c'était au moment synchrone, ou de laisser les 15 premières minutes pour la correction des activités faites à la maison, d'accord, ou de travailler pendant les moments synchrones, tout le matériel travaillé dans la salle de classe. Donc, avec mes boursiers, on a travaillé comme ça. Quand on commençait le cours,
on devrait poser des questions. Alors, vous avez des doutes? Vous avez eu des doutes, des difficultés pour faire les exercices du livre? Alors, les premières minutes de chaque cours étaient destinées à la discussion des doutes par rapport aux exercices du livre. Et après, c'était des exercices issus des plateformes collaboratives, issus des sites Internet qui aidaient, disons, qui étaient liés aux activités du livre. Donc, je ne sais pas si je suis claire. Donc, je résume. Les 15 premières minutes, discussion des difficultés des activités faites à la maison au moment asynchrone. Les autres minutes du cours étaient destinées à renforcer les contenus à partir des activités virtuelles qui en fait, respectaient les thèmes qui étaient prévus à la méthode. D'accord? Bon, ça, on a fait ça avec les boursiers et ça a très bien marché. Oui, mais par contre, par exemple, dans mon groupe, parce que j'avais un cours de A1, et alors dans mon groupe, ça n'a pas marché. Alors, il me posait toujours la question, professeur, vous n'allez pas travailler tous les exercices. Il voulait travailler, suivre le pas à pas, l'ordre d'apparition, alors des activités disons, qu'il y avait à la méthode. Et alors, j'ai vu que dans mon groupe, ça n'allait pas fonctionner, la stratégie qu'on a utilisée avec les groupes, avec des boursiers. Alors, j'ai adapté à leurs besoins. Donc, immédiatement, j'ai adapté la programmation que j'avais faite aux besoins de mon groupe. Alors, s'ils voulaient travailler 1h40 le livre, alors j'ai travaillé le livre. Mais bien évidemment, j'insérais d'autres activités, de la même façon que je faisais en présentiel. Oui. Donc, mais le livre, il n'a pas été abandonné. Le livre nous a servi de fil conducteur et il a vraiment, disons, il était là. D'accord. Alors, c'est bien, on a d'autres questions. Donc, je trouve que c'est passé très bien, notre table ronde. Je veux parler, Tiziana. Oui, je suis sortie un peu sans le vouloir. Je vais répondre un peu, excusez-moi. Je me souviens qu'au début de la pandémie, certaines maisons d'édition ont fait une espèce d'un pool et ont mis à la disposition des professeurs certaines méthodes gratuitement. Hein. Je ne sais pas si elles continuent à être disponibles. Hein. Je ne sais pas si Régine peut nous dire quelque chose là-dessus. Mais tout au début, on pouvait consulter pour programmer les cours, pour donner suite aux cours. Moi, pour l'instant, je n'avais pas des cours de langue, donc je ne me suis pas assez servie. Mais j'ai trouvé une idée assez sympathique, celle de libérer l'accès de plusieurs manuels. Mais Régine a dit que c'est plus disponible. Ouais. Bon, donc c'est ça. Je crois qu'on a fini très bien notre soirée d'apprentissage, je dis. Et pour demain, on aura notre table ronde. Tous sommes invités à préciser là. Et à demain. Merci beaucoup pour Isabelle, Caroline, Bruno. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au C'était revoir. un plaisir. Au revoir. À demain.